Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc du lundi, donc le premier bloc after, vous l'aurez compris, nous allons reparler de l'actualité hockey de ce week-end notamment, mais on va également faire quelques projections vers ce qui va se passer ces prochains jours, puisque le championnat suisse de National League notamment va reprendre, et comme d'habitude le lundi, comme le vendredi d'ailleurs, nous sommes à Tête de Course, c'est un Bike and Coffee qui se trouve à Nyon, tout près de la gare d'Allieur, et vous allez comprendre aussi pourquoi aujourd'hui j'ai un plaisir tout particulier à recevoir un de nos invités. Alors on va tout d'abord saluer quand même Laurent Perroton, l'habitué. Bonsoir. Le deuxième habitué, c'est Christian Ponty. Bonsoir. Et puis un homme dont on a énormément parlé déjà sur cette antenne, eh bien on voulait on a déjà tracé une caricature, on va dire ça comme ça, maintenant on va lui donner une voix. C'est Philippe Kneubuhler. Bonsoir Philippe Kneubuhler. Bonsoir Philippe. Alors vous allez nous expliquer ce qui explique que, parce que vous êtes le gérant de ce Tête de Course Bike and Coffee, et vous allez nous expliquer ce que vous faites à cette table, parce qu'ici normalement on parle de hockey sur glace. C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que je fais à cette table ? Il y a bien une petite raison quand même cachée. Allez-y, dévoilez-vous. En tout cas, merci déjà pour l'invitation. Merci aussi de toute cette présence. On est très heureux d'accueillir l'émission ici toutes les semaines. Maintenant, même deux fois par semaine. Et alors peut-être mon petit lien avec le monde du hockey aujourd'hui, c'est que j'ai mes garçons qui ont joué au hockey. Il y en a encore un qui joue toujours. Bon niveau. Qui joue absolument en Ligue nationale à Ambry-Piotta pour être exact. Voilà, c'est Johnny. C'est Johnny, exactement. Mais vous avez également une carrière de, on va dire quoi, dirigeant ? Ouais, dirigeant parce que joueur, ça se saurait. Non, j'ai un grand regret d'ailleurs parce que j'adore ce sport. C'est vraiment quelque chose au niveau des émotions, des sensations. J'ai eu l'occasion un tout petit peu de pratiquer, vraiment à un niveau très très faible. J'adore vraiment l'excitation du jeu et en fait ça m'a amené à coacher donc mes garçons et de fil en aiguille j'ai fait la connaissance près du mouvement junior à Genève-Servette. Et puis après, j'ai proposé mes services comme event manager au Genève Servette Hockey Club. C'est les années 2000, 2005, 2006. À l'époque Max Orley. À l'époque Max Orley, exactement. C'était vraiment des années magiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et j'ai fini directeur du Genève Servette Hockey Club. Et puis ça m'a vraiment ça m'a rempli pendant de nombreuses années. Alors c'est marrant parce que j'ai le sentiment qu'on va quand même parler un petit peu du Genève de l'époque et du Genève actuel évidemment dans cette émission. Dernière question pour bien situer le bonhomme. Donc on a compris, vous êtes hockey sur glace à 100%. Mais alors qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir un établissement public dédié au cyclisme ? Parce qu'alors ici, il faut le dire, il y a des maillots de cyclistes partout, il y a des bicyclettes, il y a même un atelier. Alors expliquez-nous un peu ça. D'où vient cette passion ? Le vélo, en fait, c'est ma première passion, c'est mon premier sport. Je veux pas dire que c'est le sport où je suis... En fait, c'est où je suis le moins mauvais. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire régulièrement du vélo. Puis, plus le temps passe, plus on développe en fait cette passion. Et puis l'opportunité a fait que j'ai pu en fait trouver un endroit qui me plaisait et puis créer ce projet. Il pourrait être dans n'importe quel sport, ça s'est fait simplement par des effets de vie et voilà. Je vais vous faire un aveu, vous savez que dans mes classeurs j'ai entre 200 et 300 autographes de cyclistes de toute époque. De Eddy Merckx en passant par Bartoli et compagnie, c'est pas mal hein. Très fort. On en reparlera. On en reparlera. On prend. On pourra faire les murs ici. on pourrait refaire les murs sans problème. Non, c'est bien, il ne faut pas changer. Alors, messieurs, on va faire comme d'habitude. On a déjà bien entendu Philippe Kneubuhler. Je pense que la question, elle va de soi. Qu'est-ce qui vous a marqué ce week-end, Laurent Perroton ? L'équipe de Suisse. Oui. Les résultats de l'équipe de Suisse, on va y revenir. Et puis évidemment l'excitation des deux premiers matchs de National League mardi et mercredi, donc le haut classement.
Genève-Bienne. Et puis mercredi, un savoureux Lausanne Hockey Club Lugano. Oui. Christian ? Ouais, même chose, équipe de Suisse. Il y a toujours un truc que j'aime bien, c'est je suis un fan de Patrick Fischer qui se réinvente à chaque fois. À chaque fois, une année sur deux, il se loupe au championnat du monde, mais derrière, il fait un truc bien. Et là, c'était quand même un gros test pour des matchs amicaux. Et son équipe a été séduisante, ils ont eu encore complexe, c'était beau à voir. Franchement, respect. Philippe Collinet, je vous pose quand même la question. Vous avez un petit peu suivi l'actualité du week-end ou pas eu le temps ? Non, je suis vraiment un passionné. Alors, pas expert comme vous, évidemment. Puis mon avis est vraiment très réduit. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un faible pour Andrés Ambul. Et quand je vois ce joueur, en fait, c'est quelqu'un que je suis depuis tout début parce que j'ai toujours aimé son attitude, son caractère, son implication, son travail. Et puis, forcément, il y a des joueurs comme ça qui crochent avec le temps, puis qu'on suit, on ne sait pas pourquoi. Et puis quand je vois qu'aujourd'hui, à bientôt 40 ans, il score encore et puis il y met la manière, ça me fait plaisir. Alors Andrés Ambul qui a conforté son record mondial ce week-end puisqu'il a fêté sa 300e sélection avec l'équipe de Suisse. Puisqu'on parle d'Ambul, on va parler tout de suite de l'équipe de Suisse. On refait encore une fois une parenthèse Ambul. L'équipe de Suisse aujourd'hui se cherche des leaders. On ne peut plus considérer Ambul comme un leader, mais par contre c'est un petit peu la figure de l'équipe de Suisse. C'est la figure, c'est le goal qu'il va encore mettre là, il est complètement en angle, on se demande s'il va driver puis essayer de déjouer le gardien, puis il y a vraiment la place du puck et il le met là, donc il a une précision. Et en fait ce qui m'impressionne, vous savez ce que j'en pense, mais ce qui m'impressionne c'est que je trouve qu'il baisse pas physiquement en vitesse, dans l'intensité, et il est encore plus efficace qu'au fur et à mesure des années. Donc je sais pas comment il fait. J'aimerais qu'il nous donne un petit peu des conseils, mais vraiment il est vraiment très fort. Après sur l'ensemble du tournoi, Ashliman est rentré, a fait un très bon match contre les Suédois. Malheureusement, on perd en prolongation sur une petite erreur, une pénalité, etc. Mais j'ai trouvé là où l'équipe de Suisse a progressé, c'est sur la constance dans le jeu avec puck ou sans puck, et arriver à faire le dos rond quand il faut et à être vraiment opportuniste. On a beaucoup parlé de l'efficacité offensive par rapport au fait qu'il y ait 6 étrangers dans le championnat et que les joueurs suisses avaient moins un rôle, et là ils les ai trouvés extrêmement percutants offensivement dans les moments décisifs. À chaque fois on a été mené au score, grosse force de caractère, on est revenu et on a gagné 2 matchs en prolongation, et dans un tournoi où il y avait vraiment le top mondial sans les Américains et les Canadiens. Donc vraiment de bon augure. Je suis impatient de voir cette nouvelle sélection au mois de décembre à Fribourg. Ouais, moi, même chose. Déjà, juste pour finir avec Ambul, parce que on va quand même dire un truc, c'est que 300e match, le gars il est sur le premier bloc, il joue les prolongations. Ce sont les circonstances aussi qui font ça. Mais ça fait rien, oui. Il est sur le premier bloc. Après, le réservoir, moi je pense qu'on peut compter sur une 40aine de joueurs éligibles, ce qui dans le temps n'était pas le cas. Avant c'était 15-20 joueurs, on savait. Et puis il faut encore rajouter 2-3 NHLR, donc je pense que le réservoir est bien. Ensuite, moi j'ai beaucoup aimé les jeunes comme Jäger par exemple, qui a été à son poste incroyable. Surtout être bon avec l'équipe suisse, déjà fallait être sélectionné parce que côté à Lausanne c'est pas évident, mais en plus il a gagné tous ses engagements, il était présent dans les moments importants aussi, justement, et lui aussi il a joué les prolongations et tout, donc c'est une belle preuve de confiance. Encore une fois, chapeau à Fischer. Et puis je trouve que globalement, encore une fois, le grand gagnant de cette équipe suisse pendant ce week-end, pour moi c'est Zug. Parce que tous les joueurs de Zug ont été juste incroyables, y compris Giannoni. Et je pense que Dan Tagnes, notamment Hoffman. Hoffman, je voulais juste rajouter Hoffman exceptionnel sur l'intensité. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu finir ses checks, mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il faisait, ses shoots, et il a été altruiste aussi. Et des fois, il prend beaucoup trop de shoots. Et là, il a donné le puck. Et après, en défense, Geyser, qui a été vraiment très bon. Saint-Hilaire qui met un goal décisif. Et la surprise, mais moi que j'aime beaucoup depuis qu'il joue à Genève, c'est Carrère, qui est buteur aussi. Mais surtout, il n'a pas de sang dans les veines. Il joue comme en club, alors que c'est un jeune joueur, ses premières sélections. Et on voit que le fait de jouer avec Tom Ernest, il a pris beaucoup d'expérience. Philippe, c'est une équipe de Suisse décomplexée un peu.
Ouais, alors là, C'est déjà trop technique. c'est un peu technique. Et puis, de nouveau, moi, je vais avoir un avis. Alors disons qu'elle a mis le braquet offensif, voilà. Non, mais j'ai un regard, évidemment, mais il est tellement limité, j'ose même pas l'exprimer. Mais Mais vous avez du plaisir à la regarder jouer, cette équipe de Suisse, on va dire ça comme ça alors. j'ai beaucoup de plaisir à les voir, et puis je les trouve, en fait... on a beaucoup d'attentes sur l'équipe, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle progresse année après année. On se dit, voilà, maintenant on a tellement de bons joueurs, donc on va forcément faire un résultat. Et puis on oublie un tout petit peu que, en fait, toutes les équipes nationales sont vraiment d'un niveau mondial. Et puis c'est sûr qu'on a, nous, en tant que Suisse, souvent un peu la déception de se dire, voilà, on est encore éliminé et autres. Je pense qu'il faut un tout petit peu de temps pour accepter que finalement ces résultats, ils sont pas aussi mauvais. On dit, voilà, Patrick Fischer, une année c'est incroyable, une année c'est un petit peu mezzo. Mais je pense que dans l'absolu, au fait, pour chaque nation, c'est un peu la même chose. C'est simplement, il y a une année où il faut que toutes les planètes soient alignées. Par contre, on est quand même tout le temps dans la même ligue. Et je pense qu'aujourd'hui, la Suisse, elle peut vraiment revendiquer sa place parmi les 8 meilleures nations au monde. Et puis jouer le jeu, puis on a des attentes. Alors, c'est sûr, comme on n'a encore jamais rien gagné, on attend en fait cette première fois avec impatience. Et puis, c'est ce qui rend un petit peu cette frustration, cette déception un peu plus grande. Mais je pense qu'il faut relativiser puis se dire, on fait partie du Gotha. Ouais. Messieurs, quand je parle d'équipe suisse décomplexée, je pense surtout à l'équipe de Suisse d'il y a quelques années. Remontons même à l'époque Ralf Kruger, où cette équipe de Suisse avait dans un premier temps essayé de jouer très offensivement et s'était carrément planté. Alors ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, on s'était surtout illustré au niveau international grâce à une super organisation défensive. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on peut enfin un petit peu lâcher les chevaux. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus défensif, c'est-à-dire que même quand on a de la pression avec 3 joueurs, on arrive à faire des défenses, faire une passe dans le slot subtile pour pouvoir sortir avec de la vitesse. On a utilisé notre vitesse, on s'est adapté aussi avec la qualité des Nordiques dans la zone neutre. On a réussi à passer cette zone neutre. En powerplay, on est beaucoup plus dangereux, même si en termes d'efficacité, c'est pas transcendant, mais dans la jouerie, dans la sortie de zone, l'entrée de zone et surtout l'installation du powerplay, on voit qu'il y a différentes options et qu'il y a des joueurs de rôle avec chacun ses qualités au service de l'équipe. Et Fischer arrive à manager tout ça. Et quand Philippe dit il faut que les planètes s'alignent, c'est exactement ça. Moi, je pense que l'équipe de Suisse, avec les joueurs majeurs de NHL, peut faire un résultat et peut un jour aller chercher un titre de champion du monde. Et je vous rappelle que ça s'est joué à un poteau. Hein. Donc voilà, c'est juste ça. C'est qu'en profondeur, dans la qualité, on est un petit peu inférieur au top cap mondial si on n'a pas les joueurs NHL. Est-ce qu'on peut... Ouais, allez-y, Christian. Ouais, surtout que pour revenir à ce que Laurent disait, ce qui est beau à voir, c'est que la Suisse joue au hockey. L'époque Kruger, il défendait. Alors il défendait avec génie, tout ce qu'on veut, et puis on misait sur des contres. Là, il y a tous les profils de joueurs dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont offensifs, il y a des faiseurs de jeu. Avant, il y avait quand même beaucoup de gens qui défendaient parce que c'était la base du système. Je pense que ça, c'était une période où on n'avait peut-être pas le choix parce qu'on était encore en période où justement le hockey suisse évoluait. Et puis ça, c'est peut-être aussi le bon côté justement de ces 6 étrangers. Autant ça peut être prétéritant par rapport au fait qu'effectivement au niveau des responsabilités, il y a des joueurs qui vont peut-être moins jouer sur les situations spéciales, mais ça dépend des clubs. Suivant où, Carrère c'est un bon exemple. Les joueurs suisses progressent. Et là, typiquement, en termes de rythme, il n'y avait pas de différence, quoi. Oui. Je vais vous dire un truc. J'ai vécu un traumatisme. C'était aux Jeux Olympiques de Nagano, donc ça remonte. C'était 1998. J'étais pas né, ouais. Ouais, je suis désolé. Non. Ouais, le vétéran. Les Canadiens aussi ont vécu un traumatisme. Le vétéran du championnat de 2e division français vient de parler, là. Il arrive, il est cabossé de partout, mais il le dit pas trop fort. Bon, bref. Information à l'adversaire. Allez-y, il est au bout du rouleau. Non, mais je reste traumatisé d'un Finlande-Suède qui s'était terminé sur un 1-0. Et j'avais vraiment dans l'idée que la Finlande et la Suède ne pouvaient pas proposer un jeu attractif. Or, aujourd'hui, est-ce que je suis dans le juste si je dis que finalement, l'équipe de Suisse a son jeu qui se rapproche de plus en plus à cette Finlande et à cette Suède très défensive, mais qui trouvait le moyen de gagner des matchs. Exactement. Avec de la vitesse, les joueurs suisses ont énormément progressé physiquement, mentalement. C'était ça vraiment le point important. Et puis surtout techniquement. Donc même sous pression, nos défenseurs aujourd'hui font pas des grands rimes, arrivent à créer du jeu et puis on a des attaquants extrêmement rapides. C'est un championnat très très rapide, le championnat suisse, pardon. Et puis l'efficacité offensive, c'était un vrai problème. Et dans ce secteur-là, moi, il a marqué des points ce week-end parce qu'on voit qu'il prend des shoots, on voit que c'est un buteur. Et même s'il n'a pas eu trop de réussite encore, je pense qu'il peut être intéressant pour l'équipe de Suisse. Ouais, déjà,
aussi ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'un joueur, un très bon joueur, il y a 15 ou 20 ans en arrière, il voulait jouer en Liga. Aujourd'hui, un très bon joueur, il veut essayer de jouer en NHL. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a autant de bons joueurs maintenant qui jouent outre-Atlantique. La mentalité a changé. Exact. Ouais. Et puis, mais bon, ça a aussi changé avec la NHL. Si on regarde, il y a aussi beaucoup plus justement de Finlandais, de Suédois. Il y en avait déjà, mais il y en a encore beaucoup plus. Et je pense que ce qu'il y a de bien, c'est que la Suisse a suivi, entre guillemets, ce trend. Et ça se retrouve au niveau des résultats avec l'équipe. Mais est-ce que le fait de jouer quotidiennement maintenant avec des étrangers de très très haut niveau, et beaucoup d'étrangers de très haut niveau, est-ce que finalement, ça ne décomplexe pas justement la Suisse? Les gars, ils se disent, finalement, il n'est pas beaucoup plus fort que moi. Ils doivent se dire c'est possible. Après, ça on l'a dit, on va le voir à moyen terme. Les effets positifs et négatifs. Donc, je suis un peu discret sur ce sujet-là parce que j'attends. On est en phase de, on est en phase d'observation, de réflexion aussi. Mais pour parler je vais faire juste un amalgame un petit peu politique, pour parler un peu des joueurs suisses qui sont décomplexés. Moi, j'ai vu ce week-end Marc Lutti qui a attaqué le directeur de la NHL, Bettman, en disant que par rapport au tournoi en Europe, etc., qu'il estimait que c'était au club d'organiser ça, etc. Et ça c'est aussi un signal très très fort, parce que c'est de la politique. Ouais, mais s'attaquer à Bettman, c'est gonflé. C'est gonflé, mais ça veut dire qu'aussi en Suisse, on considère qu'aujourd'hui, maintenant, on est une top nation mondiale et qu'on peut se permettre de dire ça à Bettman. Et ça, moi, j'ai apprécié en fait. Vous pensez que René Fazel, qui a réussi à attirer la NHL aux Jeux Olympiques notamment, est-ce que vous pensez que finalement il est resté trop politique et qu'il aurait peut-être dû aller un peu plus à la confrontation avec la NHL? Mais il y allait. Il y a été quand même un petit peu. Une vraie confrontation. Ouais, une vraie. Mais par exemple, moi, ce qui m'avait vraiment énervé, c'est on change les dimensions, puis ils viennent pas. Voilà, à un moment donné, tout le monde a la même enseigne, quoi. C'est comme on a beaucoup parlé de ça, des règlements entre l'IHF et la NHL. Un gars qui est suspendu à la NHL, il peut jouer en Europe avec l'IHF. Ça, il faut aussi qu'on arrive à unifier le tout. Et puis là, pour l'instant, vous connaissez l'esprit nord-américain. Nous, on est la petite Suisse, mais justement, Lutti, ce qu'il a fait là, moi je pense que ça sera utile pour la suite. Ouais. Encore une chose à dire sur l'équipe de Suisse? Autrement, j'enchaîne avec une question à Philippe Neubuller. Enchaînez avec la question. Alors l'équipe, non, en fait, aux trois en même temps. Neubuller, il y en a un qui joue à Ambry. Est-ce que c'est un futur international? Moi, je vais répondre. Moi, je pense qu'il a des qualités très intéressantes et il est dans le profil de l'équipe de Suisse avec une grosse technique, de la vitesse. Il faut qu'il progresse en constance et mentalement, justement, qu'il soit beaucoup plus agressif devant le but, mais parce que justement, il faut qu'il se décomplexe. Et après, c'est là où il va jouer. C'est le club où il va choisir son futur. Par rapport à une équipe de haut classement, par exemple, avec des joueurs de très haut niveau, il va pouvoir se faire remarquer parce que dans la journée, je pense qu'il peut jouer dans une équipe de très bon niveau sur les deux premiers blocs. Et parce qu'aujourd'hui, Christian Ponty, il est leader, mais dans une équipe qui peine un peu au classement. Ouais, justement, en même temps, je pense que c'est un choix intelligent, parce que Neubuller, s'il était resté à Lausanne, il serait sur le 4e bloc ou voir autre chose. Ouais. Alors au bout d'un moment, comme on dit, mieux vaut être le chef de ton village qu'un nobody en ville, et c'est un peu ça. Et typiquement, lui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on lui donne ce qu'il a besoin, du temps de jeu. Après, il va le chercher, il n'y a rien qui est donné. Mais moi, je pense que par rapport à l'équipe de Suisse, 4-5 kilos de muscles. C'est ça aussi, ouais. Parce que le niveau international, ça frappe fort. C'est solide. Mais par contre, alors, c'est un diamant brut, quoi. Pour moi, c'est pas pour rien qu'il premier bloc à Ambry à 25 ans. Non, c'est bien. Alors, le père a ouvert grand ses oreilles, grand ses ailes lourdes. En même temps, Philippe, il est en cycliste. Justement, c'est pas comme ça qu'il va prendre du poids. Arrêtez de faire du vélo. Arrêtez de faire du vélo, là. Qu'en pense le paternel? C'est des questions très personnelles. Après, ça m'embarrasse. Attention, parce qu'on va parler du rôle des parents dans la carrière d'un joueur. Alors là, on va enchaîner là-dessus. Beaucoup plus à l'aise de parler de mon propre rôle que celui de mon fils. Je dirais que vraiment, on essaye de l'accompagner, mais comme n'importe lequel de mes enfants, parce qu'il se trouve qu'il a des frères et sœurs, pas plus importants l'un que l'autre. On a toujours essayé de l'accompagner le mieux. Après, c'est sûr que je vous entends. Je pense que c'est des remarques qu'on entend à tout va. Lui, il va avoir une certaine opinion là-dessus. Le côté des kilos, c'est sûr que ça se discute. C'est sûr que nous, on a une morphologie dans la famille plutôt
grand et fin. Bon, Prendre la masse musculaire, c'est pas facile, Et mais c'est pourtant, la jouable. soupe de courge que j'ai eue à midi, je peux vous dire qu'elle tient bien le corps. Hein. Ouais. Non, mais si je peux permettre un truc à propos de Philippe. Donc, il a effectivement un frère qui s'appelle Norman, qu'on a entraîné avec Laurent. Et bonne nouvelle, Norman, musculairement, il était solide. Comme quoi, c'est pas forcément l'ADN familial, on peut s'épaissir. Il était plus costaud musculairement. Mais c'est sûr, mais après, ils n'ont pas du tout le même, ni le même profil, ni le même caractère, ni la même structure sportive. Norman est parti au Canada très jeune. Il s'est construit là-bas, il a eu un préparateur physique qui l'a tout de suite inculqué des méthodologies de travail, des rigueurs, et puis aussi vraiment de mettre l'accent là-dessus. Johnny, il a suivi la filière suisse, et c'est vrai que depuis tout petit, il a eu beaucoup de facilité technique. Il a jamais triché, il a toujours eu beaucoup de plaisir, il a toujours joué principalement avec du plaisir. Il n'a pas eu beaucoup d'échecs ou de difficultés jeunes. Et ça veut dire qu'il a suivi les filières un petit peu les unes après les autres, sans avoir, avec cette méthode suisse, cet accent très fort sur le développement du poids, de la masse musculaire et autres. Ce qui est pourtant essentiel aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout ça change. C'est-à-dire quand moi, j'étais aussi au Genève Servette Hockey Club, à l'époque, on avait des liens entre le mouvement junior, la première, les juniors élites et autres. Il n'y avait pas du tout le même souci ou les mêmes accompagnements qu'il y a aujourd'hui sur la nutrition, le sommeil, la préparation physique, toutes ces choses aujourd'hui que je connais plutôt bien par d'autres sports qui sont beaucoup plus disciplinés depuis beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, le hockey, c'est sûr que si on le suit NHL ou ces joueurs maintenant de top niveau aujourd'hui, toutes ces choses, ils les appliquent. Mais c'est venu progressivement. Je rajouterais qu'aussi la profonde différence quand on a des joueurs de talent comme Johnny dans les mouvements juniors, et moi je me suis battu contre ça longtemps quand j'étais chef technique de différents clubs, c'est que les joueurs de grand talent, on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent parce qu'on a peur un petit peu de la proximité et qu'ils partent dans d'autres clubs. Et ça, c'est un tort. Je pense que quand il y a du talent comme ça, il faut être un peu plus rigide en expliquant les tenants et les aboutissants pour que le joueur ne soit pas dans sa zone de confort et puis qu'il arrive à aller chercher plus haut. Et Norman, par exemple, il est parti au Canada, il a été confronté à ça parce que vous arrivez, vous êtes un étranger. Et il faut faire sa place. Et ça, mentalement, ça change profondément les choses. Ouais, puis pour en finir par rapport à Johnny, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est un artiste, Johnny. Johnny, c'est le gars, déjà il est facile à gérer, il est gentil, c'est un bon mec, c'est pas un... Parce qu'il y a un excellent patineur. Ouais, puis il y a des gars à son âge, c'est déjà des tueurs dans l'esprit. Lui, c'est vraiment, il doit se faire mal pour marquer des goals presque, tellement il est opportuniste, il est altruiste, c'est ça que je veux dire. Et puis surtout, comme dit Philippe, il a quand même une certaine facilité. Et des fois, on dit souvent un peu, tu as les qualités tes défauts et les défauts de tes qualités. Et c'est un peu ça. Pourquoi il aurait travaillé beaucoup la force alors qu'il y arrivait comme ça? Parce qu'il avait suffisamment de talent. Et du coup, si tu veux passer un step, tu dois aller où ça fait mal, comme on dit. Mais ça, je pense qu'il le sait. On n'est pas en train de dire un truc incroyable. Oui, puis surtout, il a pris la bonne décision. Il est parti. C'est quand même quelqu'un qui était à Lausanne. On lui a donné sa chance très tôt. Donc c'était une grosse opportunité. Après, il y a un moment donné, il était aussi lucide. Il s'est dit, je ne veux pas rester dans le club où j'ai fait mes juniors. Je veux essayer de prendre du temps de glace, jouer du power play, jouer du box play. Puis il est parti avec beaucoup d'ambition et puis d'esprit positif à Ambry en pensant qu'il allait arriver en place conquise. Et la première année était difficile. Il a quand même déchanté. La deuxième année, il a eu une blessure aux adducteurs alors qu'il n'est jamais blessé. Donc c'est pas une blessure qu'il a eue par un accident sur la glace ou un contact, c'est vraiment au niveau des adducteurs, c'est tout d'un coup une faiblesse qui arrive. Et puis par là, il a dû prouver, gagner sa place. Et puis Tchereda, c'est pas quelqu'un qui vous fait des cadeaux, c'est les meilleurs ils jouent. Et puis il est égal avec tout le monde. Et Johnny, là, il a vraiment appris que la vie elle est dure et puis qu'à un moment donné, il peut compter que sur lui. Donc aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est vraiment de son mérite. Il a écouté, il a travaillé. Et c'est vrai que je le connais depuis longtemps, donc je vois un petit peu ce qu'il est capable de faire. Oui, depuis longtemps, oui. Mais c'est la moitié des choses pour le faire. Si je me sens en tant que papa, mais comme joueur, en tant qu'athlète, en tant qu'athlète, je me réjouis pour lui parce que c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes à 18-19 ans, ils ont une grande maturité, ils sont clairs, ils sont très... ils poussent toutes les portes. Johnny, c'est quelqu'un de
très respectueux. Donc il va attendre son tour, il va attendre un moment donné, mais il va toujours travailler. Et puis là, aujourd'hui, il arrive, justement, on parlait aussi d'alignement de planète tout à l'heure pour l'équipe de Suisse. Après, on ne sait jamais, c'est du sport. Faut être au bon moment, au bon endroit, il faut que les choses, elles jouent d'une certaine manière. En tout cas, le bon moment, au bon endroit, il a choisi. Parce que justement, c'est un peu le risque. Il a une trajectoire un peu à l'Axel Chimique. Alors justement, il est toujours aussi lucide. Oui, Donc il va quitter Ambry Piotta. Ça, c'est salon. Aujourd'hui, il peut rester à Ambry comme il peut aller partout. Il est très clair, je pense, avec tout le monde. Il a aussi des ambitions personnelles. Moi, je lui souhaite le meilleur. Si c'est à Ambry, vous savez, il y a un moment donné, il faut se réaliser personnellement. Et puis après, il faut aussi avoir du plaisir. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté travail et puis un côté... Le hockey, ou même tout sport, si vous n'avez plus de plaisir, c'est compliqué d'aller chercher des résultats. Et ça, c'est le côté que je voyais aussi déjà petit. Le plus important, c'est que chaque année, ils aient vraiment du plaisir à continuer. C'était une phrase bateau que Louis Matt m'avait donnée à l'époque, où on parlait un petit peu, puis nous, en tant que parents, on se dit toujours « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, comment ?» Il me dit « Mais écoute Philippe, le plus important, si à la fin de la saison, il a encore envie de faire du hockey, c'est l'essentiel. » Votre rôle se limite à celui de père, vous n'êtes pas son agent, vous n'avez pas dirigé sa carrière. Non, je me suis toujours sorti de là parce que d'autant plus quand il est arrivé dans les années un peu justement novice élite, où on commence à parler d'agents, ce genre de choses, j'étais encore engagé avec le club et puis je trouvais malsain de tout mélanger, puis c'est pas mon domaine de prédilection, même si avec le temps, on a tous un peu un avis. Ouais. Quand vous avez prononcé le mot parent tout à l'heure, j'ai à côté de moi 2 visages qui se sont alors refermés, parce que le mot parent, c'est sans doute le pire mot qui puisse exister pour des entraîneurs de hockey sur glace. Vous confirmez, messieurs ? Je commence. En fait, je vais vous raconter une anecdote. On va de temps en temps, on revient un peu dans le passé, mais quand j'ai commencé à être entraîneur assistant, mes parents, notamment mon père qui était entraîneur professionnel, m'a dit « T'es sûr que tu veux faire ce métier ?» Et j'ai dit oui. Il me dit « C'est une très mauvaise idée. » Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit « Parce que tu vas être toujours confronté à des dirigeants parents. Et lorsque tu vas choisir tes dirigeants, il va falloir prendre des dirigeants où leurs enfants sont très très bons et très très bien éduqués, autrement tu auras des problèmes. » Et au cours de ma carrière, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est souvent lié avec un enfant de dirigeant. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après les parents, c'est une gestion. C'est-à-dire que lorsque tu mets des règles et qu'il y a un staff et que les gens ne peuvent pas s'infiltrer, ça marche très très bien. À Morges, on avait réussi à faire cela et les parents, ils ne pouvaient pas s'infiltrer. Mais dès que tu as un des entraîneurs qui va dire autre chose que le chef, etc. Là c'est vite la gabegie et puis c'est vite le début des ennuis. Et tu as des parents qui s'infiltrent dans le vestiaire, etc. C'est vraiment très 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 compliqué. Mais j'avais vu un colloque d'un formateur au Canada qui disait... la fameuse phrase. Ouais, qui disait, tu la diras la phrase, mais c'est surtout moi ce qui m'avait marqué, c'est que « Mais monsieur, votre fils... vous avez vu, les 2 parents, vous faites moins d'1m70. Vous pensez c'était à l'époque, vous pensez qu'il va pouvoir jouer en NHL rien qu'au niveau génétique ? C'était assez intéressant. Et puis du coup, il avait suivi une équipe et puis il avait suivi un entraîneur qui hurlait sur les enfants. Enfin, il y avait tout un mélange, un entraîneur parent justement. Et du coup, voilà. Et puis la fameuse phrase, vas-y, Christian. Ouais, je crois qu'il a dit, si je me souviens bien, il a dit le métier d'entraîneur de hockey sur glace, c'est le plus beau métier du monde. À une condition, c'est que vous ayez que des enfants... Que des orphelins. Voilà, exactement. Ouais. Tout est dit. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a énormément de parents qui vivent le sport de leurs enfants par procuration. Et puis ça, typiquement, nous, on le voit surtout, on le voyait surtout avec les plus jeunes. C'est que tu coaches un enfant et puis en fait, tu regardes, une fois sur 2, il a la tête dans les gradins. Il regarde dans les tribunes. Voilà. Et là, alors ça, il n'y a rien de pire parce que toi, tu t'expliques des choses à quelqu'un, un enfant, et puis entre la patinoire et la maison, son père il lui refait le match avec sa théorie. Alors effectivement ça peut être compliqué, et puis ça dépend aussi des enfants. Le problème c'est qu'il y a des enfants, ils ont un conflit de loyauté entre leur entraîneur et leurs parents. Et puis nous on a vécu ça par exemple à Morges, on avait pas mal de parents qui faisaient du hockey corporatif. Et puis évidemment c'est du hockey de lac comme on dit, où on se fait plaisir, mais ça a juste rien à voir avec justement l'intérieur d'un vestiaire. Et puis ça, effectivement, en termes de formation, les parents, ça peut être un allié, mais ça peut aussi être le pire ennemi. Moi, je disais souvent dans les séances de parents, vous savez,
quand un enfant me serre la main et qu'il baisse les yeux, je sais ce qui se passe à la maison. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème parce que si d'un coup ça se passe bien avec l'enfant et que l'enfant a vraiment confiance en toi, et c'est le rôle d'un entraîneur, d'un éducateur, hein. Lorsque à la maison on critique son coach, c'est un crève-cœur, c'est vraiment un conflit de loyauté entre son papa et son entraîneur. Et il y a des joueurs, même en junior élite, que j'ai perdu à cause de cela. Et vous rajoutez aussi les agents, les pseudo-agents, enfin des agents. Je sais pas d'où ils viennent, mais enfin, bref, il n'y a pas de réglementation en Suisse. Et du coup, qui calculait le temps de jeu en powerplay, qui m'envoyait des emails en disant lui, elle joue 12 minutes 23 et lui 12 minutes 24. Voilà, c'est hallucinant. Donc, et au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire. Donc le métier d'entraîneur a vraiment changé. Ouais. Philippe Neuwiller, vos oreilles viennent de siffler fortement ou bien vous aviez un autre comportement ? Faites attention à ce que vous allez dire. Non, alors je suis vraiment super à l'aise parce que en tant que parent, puis j'ai aussi eu la chance de coacher un tout petit peu. Alors, je précise bien coacher, parce que je ne suis pas entraîneur, donc on avait un entraîneur professionnel, donc c'était Louis Matt, puis après Sébastien Beaulieu, c'est donc des gens extrêmement compétents, qui dans chaque équipe s'entourent, comme tous ceux que peut-être les auditeurs connaissent comment ça fonctionne dans un mouvement junior, il y a toujours des parents un peu disponibles qui donnent du temps pour encadrer, je dirais plutôt pédagogiquement les enfants. Ça, c'est quelque chose que je faisais justement, ce qu'on amène un coach d'équipe avec toute une équipe, un administrateur, des assistants et autres. Et ça, je l'ai fait. Et puis, je me suis toujours extrêmement détaché de tout le cercle parental parce que justement, ces choses, tôt ou tard, vous allez être pris à contre-pied. Et l'idée, c'est simplement, moi, je me dis, je devais défendre les idées et le travail de l'entraîneur. Donc, ça, c'est ma cellule. Je m'occupe de ça. J'adorais m'occuper de tous ces jeunes. Et aujourd'hui, quand je vois tous ces enfants, que ce soit Mackay Holdener, Damien Ria, Matteo Detra, enfin tous des garçons que j'ai connus, c'est des bons garçons. Il y en a beaucoup maintenant. Matteo Detra, maintenant il est surfeur, mais il a pris notre voix, mais c'était vraiment un très bon joueur. J'essaie de le faire venir longuement. Disons qu'il y a beaucoup de jeunes, justement comme ça, que j'ai eu du plaisir au fait à accompagner. Et puis après, c'est sûr que cohabiter avec les parents, c'est impossible. C'est impossible parce que moi-même, en tant que parent, je me rends compte que j'ai sûrement pas toujours été adéquat, qu'il y a un moment donné, c'est un sport qui demande en fait beaucoup d'investissement matériel et temps aux parents. C'est pas comme, la natation ou le foot. Vous posez votre enfant et puis vous le laissez et puis vous rentrez à la maison, puis vous venez le rechercher ou même il va tout seul. Là, c'est depuis tout petit. C'est un grand sac qu'il est incapable de transporter lui-même. C'est un équipement au début, vous devez l'habiller, donc les 2-3 premières années, attacher les patins avant qu'il ait un certain âge, vous pouvez juste oublier. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de composer au fait avec l'implication des parents. Après, avec le temps, il y a des parents plus ou moins lucides qui se rendent compte qu'ils n'ont pas un champion. Il y en a d'autres, même s'ils ont un champion, ils ont certains bon sens, ils prennent justement leur place. Puis après, il y aura des gens, la société elle est composée de plein de gens différents. Et au fait, c'est à la cellule coach ou à l'entraîneur de vraiment gérer ce genre de personnes. En fait, il n'y a que ça à faire. On ne peut pas imaginer que tout d'un coup, les parents seront tous pareils. Il faut... Voilà, ça fait partie de l'équation. Il faut essayer de trouver le bon équilibre. Mais du moment que tu le sais, je crois que c'est bon. Ça fait partie. Voilà, c'est une des complications, mais je trouve pas qu'elle est pas grave. Et pour ajouter, là, je vais parler du côté de l'entraîneur. Je reviens sur ce que m'avait dit mon père et ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit, si tu veux être entraîneur professionnel, il va falloir que tu te regardes dans une glace et ne jamais rentrer dans justement ces conflits ou ces petites dérives politiques. Il va falloir toujours que tu fasses tes choix par rapport à la performance des gars et c'est comme ça que tu vas gagner ton vestiaire et le respect des joueurs. Et moi, il m'a dit, par contre, tu vas te sentir bien, mais ça va t'amener des ennuis. Et il avait complètement raison. Oui. Pourtant, il était gardien de but. Je confirme. Moi, je peux juste rajouter un truc par rapport à ce que Philippe disait. Alors, déjà, premièrement, Philippe, lui, c'était pas un mec chiant en tant que papa, parce qu'on a coaché Norman quand il était... Je ne connais aucun Philippe chiant. Désolé. Opportuniste. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu Norman en junior élite à Morges, et puis après, avec la première, c'est vrai que Philippe, c'est quand même un gars qui a compris le système, le sport, machin et tout. Et puis, je pense que, pour en revenir à ce qu'il disait, moi, ça m'avait fait rire, c'est une anecdote, mais nous, on s'est connus à l'armée. C'était mon caporal. Et puis, en fait, un jour, je le croise sur le parking. Petit, hein. Ouais, justement. Et je le croise sur le parking des Vernets. Et il avait un vieux bus VV complètement retapé. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Il me dit, mais en fait, mes 2 gars, ils jouent au hockey. Alors, il avait un bus VV et il mettait tous les équipements. Donc, c'était un vieux VV, vraiment, le surfeur, le vieux truc qu'il avait retapé, incroyable. Et du coup, il avait un bus familial pour le hockey. Voilà, et puis il est devenu directeur de Genève Servette. Enfin, voilà. Exact. On va justement entamer la deuxième partie de cette émission. Messieurs, il nous reste... Je regarde toujours le chrono parce qu'avec vous, il y a un sablier. Je vais le retourner. Il nous reste à peu près 25 minutes. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes dans ce premier bloc After, oui c'est ça. Avec à tête de course, Bike and Coffee. Nous sommes tout près de la gare de Nyon. Il y a un parking juste en face. Le personnel est sympa, la carte est sympa, le patron paye des cafés de temps en temps, c'est génial. Et puisqu'on a entendu pratiquement avec Philippe Canguler il y a quelques instants un discours déjà de dirigeants, et de Genève Servette. Parlons de Genève Servette qui reprend le collier demain contre Bienne. C'est le match d'ouverture d'après pause d'équipe nationale. Allez-y Laurent, c'est le match qu'on attend. Hein. Alors ouais, j'ai un peu travaillé là-dessus parce que j'ai donné une interview au journal du Jura par rapport à ce match-là. Et en fait, les questions étaient les suivantes. Quelle est la différence entre les deux équipes ? Bon, déjà, la première chose, c'est beaucoup de différences à titre individuel du côté de Genève, selon le score. On arrive à passer l'épaule et du côté de Bienne, c'est vraiment le collectif qui est mis en avant et les entrées de zone avec beaucoup de vitesse et ils arrivent à faire des différences au niveau collectif. Maintenant, la clé du match, ça va être il y a 2 choix. Du côté de Bienne, c'est accepter la possession du puck et avoir des longues séquences dans la zone défensive et essayer de contrer parce que des fois ils exagèrent un peu Genève sur des passes dans le dos, etc. Des fois c'est du beau hockey mais tu peux prendre des contres. Mais par contre avec ça c'est que d'un coup tu es fatigué puis tu prends des pénalités puis là en powerplay ils sont intraitables. Au début de saison c'était un peu compliqué, c'était moyen. Maintenant c'est vraiment exceptionnel leur powerplay. Donc moi je pense que ce que j'ai dit c'est que du côté de Genève il faut arriver à quadriller ce jeune neutre et à jouer vraiment, vraiment intelligemment et puis à pas laisser la possession du puck en entrée de zone à Genève. Et l'autre chose que j'ai dit, c'est que ce qui va être pas mal du côté de Bienne, c'est Brunner qui retrouve Kunti et ça va de mieux en mieux et Kunsley qui est en panne de confiance, qui est parti avec l'équipe suisse, qui s'est blessé mais qui a pu rejouer hier. Donc voilà. Après, du côté de Genève, quand même Noah Rod qui est un élément important dans le vestiaire n'était pas là durant la semaine des équipes nationales. Puis Carrère ils sont rentrés aujourd'hui. Donc on verra l'état de fraîcheur, mais voilà, on se réjouit de voir ce match. Et puis, pour moi, Genève favori, Bienne outsider, mais Bienne, en cas de victoire, devient premier virtuellement avec les matchs en retard. Donc, vraiment pas de pression du côté de Bienne. C'est ce qui peut faire la différence, mais on sait que pour l'instant, ils sont intraitables à domicile. Genève, ils ont été un peu fatigués contre Lausanne le dernier match, mais quand même, ils sont vraiment très, très impressionnants. Ça va vraiment jouer sur la zone neutre. Ouais, alors moi, même chose, en talent pur, je pense que Genève est supérieur. Mais le problème de Genève, c'est que des fois, ils sont tellement faciles qu'ils ont tendance à se mettre à ronronner. Et s'ils prennent un petit avantage, des fois, ils relâchent. Et c'est ce qui s'est passé par exemple contre Davos. Je pense qu'effectivement, Bienne doit être attentiste. Enfin, pas attentiste. Je pense qu'ils vont peut-être laisser faire jouer Genève pour faire le jeu. Par contre, sur leur qualité individuelle d'équipe, ils sont redoutables. Et puis je pense qu'il y a, à mon avis, quand même un petit avantage au niveau des gardiens avec Satari, qui vient d'ailleurs de faire un super tournoi avec la Finlande. Mais bon, ça va être très équilibré, c'est super intéressant. Et puis on a quand même une sacrée chance, c'est qu'à 2 jours d'intervalle, on a le sommet le choc du haut et le lendemain le choc du bas. Oui, c'est vrai. Passionnant championnat. En parlant de Genève Servette, des propos qui sont quand même flatteurs depuis le début de la saison. Ça vous fait encore plaisir ou bien ça vous laisse indifférent maintenant ? Bon, moi j'ai jamais été... Je me suis jamais trop lié, j'ai toujours essayé... Vous étiez le patron. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Servette, c'est un club particulier. C'est-à-dire, j'ai travaillé là-bas, j'ai beaucoup d'amis encore au club. Après, ce qu'il y a, c'est que je suis beaucoup, en fait, mes enfants. Donc, ça veut dire que c'est difficile. Je suis pas super... Ouais... Là, vous m'embarrassez parce qu'il y a un moment donné, je vais être pris à défaut. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des clubs de cœur. Après, aujourd'hui, c'est sûr que Genève Servette, c'est un club qui a une place importante, donc qui ne m'est pas indifférent, que je suis tout le temps. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai beaucoup plus l'œil sur Ambry, mais pour des raisons évidemment personnelles, pas parce que c'est le jeu absolument qui va me séduire. Quoique aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une saison où c'est intéressant de les regarder jouer. Mais c'est sûr que Genève, il m'impressionne.
En fait, ils m'impressionnent au niveau des résultats, une espèce de constance. Voilà. Et je me réjouis pour eux. Je voudrais juste revenir sur Ambry, on a parlé un peu d'Ambry. J'ai lu une déclaration de Schlappick, il a donné une interview là. Ça m'a un peu agacé. Ça m'a agacé parce que dans l'interview, il dit qu'il découvre un nouveau système homme à homme dans la zone défensive. Non, c'est pas un nouveau système, c'est un système qui te responsabilise et qui t'empêche de spéculer et tu dois jouer pour l'équipe. Et puis qu'après, du coup, ce système l'a mis en porte-à-faux et puis qu'il comprenait pas trop le système de line-up avec qu'on commençait avec le 4e bloc, des fois et le 3e, puis le 2e, puis le 1er, puis que des fois il jouait qu'à la 4e minute. Mais voilà, c'est l'homogénéité du championnat et là je trouve qu'il s'est prône un peu le hockey à l'ancienne. Non mais il peut y avoir différents systèmes de jeu dans la zone défensive, mais il trouve un peu des excuses et puis il remet un peu la faute sur les autres. Il est bienvenu en Suisse, monsieur Schlappick, vous êtes étranger, vous devez faire des points, vous devez marquer des goals, point à la ligne. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Ouais, puis surtout, on peut pas reprocher par moment à Ambry de jouer un système défensif avec l'équipe qu'ils ont. Tu veux faire comment ? C'est ça, exact. Tu veux faire comment ? Je pense que c'est très lucide, justement. Et puis surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est la période actuelle. Ils ont une série compliquée. Là, il faut de la sérénité, il faut bien travailler pendant cette pause. Ils n'étaient pas là en plus. Tu reprends le championnat, il faut faire des points parce que tu as besoin de remonter au classement après un très bon début de championnat. Tais-toi. Ça va être chouette parce que vendredi, c'est Ambry-Cloton. Ouais. Exactement, match très important, très important. Ouais. Ambry. Pour conclure sur le match de ce mardi entre Genève et Bienne, Bienne restait sur 10 victoires consécutives. Bienne battu par Lugano 5-3. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le mental d'un joueur ? Non, parce que le dernier week-end, ils avaient perdu à Langnau de tête Genève et puis gagné au pénalty contre Genève. Donc, pardon, ils avaient perdu des points. Donc non, c'est un nouveau championnat. Mais là, on dit souvent novembre, décembre, début janvier, c'est là que ça compte vraiment et que là, on va voir les équipes. Les équipes sont formées, les situations sont formées, les situations spéciales. Donc là, on va vraiment voir le niveau de chaque équipe. Et c'est là où il faut vraiment être très très bon pour avoir une place dans le top 6. Oui. Puis je pense qu'il y a 2 équipes en confiance, clairement. Donc ça va se jouer sur des détails comme d'habitude. Moi je pense que ça sera un match serré quand même. Ça sera un match serré, mais manque de rythme, je pense, après une longue pause comme ça. Moi ce qui m'a dérangé, c'est que ça recommence aussitôt. Hein. Il y a les joueurs qui ont joué dimanche dans différentes sélections et que mardi et mercredi il y a déjà un match. J'aurais préféré que tout le monde recommence vendredi pour qu'on puisse travailler un petit peu en équipe et puis que les joueurs puissent récupérer. Donc là c'est pas nous qui faisons le calendrier, mais ça j'ai trouvé ça bête, surtout sur un match où on savait pas au début du championnat, mais premier contre deuxième avec des matchs en retard pour Bienne, tu mets ça le vendredi, il y aurait plus d'intensité, ça aurait été un beau match à voir, mais on sera mardi au Verneux. Oui. Messieurs, avant de passer aux autres matchs de cette ronde de reprise, puisqu'on a l'ancien directeur de Genève Servette à notre table, profitez-en, posez-lui la question que vous avez toujours rêvé de lui poser, que vous n'avez jamais osé faire. On verra s'il a une réponse. Et on conclura ensuite sur le sujet. Ouais, vous me prenez un peu de court, quoi, mais oui. Allez-y. Moi, je sais pourquoi pas trop. Est-ce que c'était chouette ? Voilà. Ouais, moi je pense que comment tu as vécu de l'intérieur et puis on sait que c'est quand même c'est un club particulier, mais ça doit être quand même plus simple de travailler à Genève et à Fribourg qu'à Lausanne par exemple. Donc du coup, comment tu t'es senti ? Puis est-ce que tu gardes des bons souvenirs quand même ? Alors moi, mes 5 années que j'ai passées à la tête du club, c'est, je pense, mes 5 plus belles années. Cohabiter avec, il y avait un super groupe. On était au bureau, vraiment un groupe incroyable, avec une très belle alchimie avec le côté sportif, avec aussi beaucoup de joueurs qui sont devenus des amis. Avec Chris, c'était quand même une figure de proue au niveau du club, avec évidemment toutes ces contradictions. Après, à travailler avec lui, c'était juste fantastique. C'est un petit peu, ça va dans tous les sens, mais d'une certaine manière, tout est possible. C'est un système très à l'américaine, avec, on peut tout réaliser. Il disait, si tu as besoin de louer un hélicoptère, tu loues un hélicoptère. Et c'était très imagé, mais on pourrait carrément imaginer qu'il n'aurait pas été contre. Donc il avait envie aussi de nous donner les moyens de créer au fait une identité du club. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on a pu faire une bonne alchimie parce que on sortait de l'Ehrenstutz qui était quand même ça a permis au fait au club de vraiment démarrer, pas du tout avec le succès que le groupe espérait,
Mais derrière, Chris a été assez malin, il a écouté aussi les personnes un petit peu du cru, et puis on a pu bien l'accompagner, puis créer au fait cette identité genevoise, et puis rendre le club Genève Servette aux Genevois en créant beaucoup de liens, beaucoup d'implications avec tous les événements ou les associations, les institutions genevoises, que ce soit les écoles privées, les fêtes de Genève, le Supercross, la course de l'escalade, et puis essayer de créer au fait un maximum de passerelles, et que au fait l'image, elle soit... elle donne envie, elle soit sexy, puis voilà, il y a le hockey, et puis c'est aller montrer au fait c'est quoi le hockey aux Genevois. Et aujourd'hui ça paraît comme complètement désuet parce que ça existe, et puis que le Genevois, il pense que Genève ça a toujours été un grand club de hockey depuis toujours, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse période de crise entre les années 60, 70 jusqu'à... après dans les presque années 2000 où Servette est revenu en fait une place forte du hockey, et d'avoir pu participer à cette genèse, et puis d'avoir eu la confiance d'un gars comme Chris, et puis après Hugues, je me suis vraiment fait plaisir. Moi, si je peux me permettre, j'ai vécu ça de l'intérieur parce que je me suis occupé pendant 4 ans du merchandising de Genève Servette sous Chris et puis sous Philippe. Et c'est vrai que ce qu'il faut dire de l'intérieur, Chris, c'est un gars qui avait une énergie folle. Et des fois, il était fantasque. Moi, je me rappelle d'une fois, il m'appelle, Philippe m'appelle, il me dit écoute, j'ai besoin de tenue sexy, il faut te débrouiller. C'est pour des hôtesses. Donc, il avait loué sa Cadillac et il traversait la ville avec des hôtesses. En automne, il faisait froid, à moitié à poil, et qui dansaient des flyers pour le match. Non, mais ça, je pense qu'il n'y a que Chris capable de faire ça. Alors, c'est clair que vu de l'intérieur, ça peut paraître incroyable, mais il s'emmerdait jamais. Hein. Franchement, c'était exceptionnel. Il faut comprendre que lui, il est très sur le visuel, sur l'image, sur l'émotion. Il pilote beaucoup à l'émotion. Je pense que sportivement, c'était pareil. Et en fait, il revenait avec des images un petit peu de partout. Puis tout d'un coup, il dit voilà, maintenant, on a une Cadillac, il faut l'utiliser. Grosse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller distribuer des flyers avec tous les prochains matchs pour montrer aux gens, puis on va mettre des hôtesses dedans. Alors, il fallait équiper les hôtesses parce qu'il avait une image de voilà, faut que ce soit beau, faut que ce soit sexy, faut que ça donne envie, puis c'est à l'américaine. Et au niveau écologique, entre les flyers dans la rue et puis les 20 litres au 100 de la Cadillac, on pourrait plus le faire maintenant. Mais bon, après, ce qu'il faut peut-être préciser quand même, et puis ça c'est le seul point noir de ce Genève Servette actuel, c'est que la Pato, elle était pleine. Là, ils sont premiers et ils n'arrivent pas à la remplir. Hein. Moi, il faut absolument qu'il y ait une patinoire qui arrive à Genève pour que le club se développe, parce que là, c'est vraiment obsolète, vraiment. Ouais. Puisque vous y êtes tous avec votre petite anecdote, pour montrer aussi que Chris Maxwell pouvait être un type très simple. Un soir, le téléphone sonne chez moi, il me dit bonjour, salut, c'est Chris, pizza. En fait, il avait besoin de parler. Et on est allé manger une pizza. Et après, on a évité son retour en scooter à la maison parce que c'était plus possible, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'était un type très simple. Bon, on arrête avec les anecdotes. Mercredi, 19h45, Lausanne-Lugano à la Vaudoise Arena. Alors oui, gros match. Là, le nouveau coach est arrivé, le coaching staff s'est installé, on a travaillé avec l'équipe. Sur le papier, Lausanne favori. Maintenant, du côté de Lugano, Luca aussi a pu travailler durant cette pause puisqu'il avait pris l'équipe en cours. Donc là, je trouve que déjà, il y a une grosse pression sur les deux coachs et il y a une comparaison qui va avoir lieu, évidemment. Donc ce match va être important, va être fermé à mon avis parce que c'est le match à pas perdre. Lugano était sur un mieux, Lausanne s'est repris, mais c'est les joueurs qui sont repris en main. Hein. Sur le week-end où finalement il y avait un coach qui était en train de partir et un nouveau coach qui n'était pas arrivé. Donc c'est les joueurs qui se sont coachés eux-mêmes et puis qui ont été chercher ces points. On avait dit lors de l'émission que c'était à eux aussi de prendre leurs responsabilités, ils l'ont fait. Donc très très bien. Maintenant, voir un petit peu les gagnants déjà et les perdants de ce premier match. Hein. On sait que le coach a dit qu'il allait utiliser tout le monde, communiquer, etc. Mais il y a l'urgence de résultats. Et on va voir un petit peu... Moi, je suis impatient de voir le line-up de Lausanne et voir les différences. Et surtout voir les différences. Je l'avais dit ici, j'espère qu'on ne va pas voir la même composition qu'on a pu voir les semaines précédentes. Le rappel de Maillard, ça veut dire que on récupère les forces vives et on recommence à zéro. Non, ça veut dire qu'il avait un contrat qui s'est arrêté à Bienne et qu'il est rentré. Il aurait pu rester. Il se sentait bien à Bienne. Il se sentait bien à Bienne, mais est-ce que Bienne, avec le retour des blessés, avait besoin de lui? Juste pour... ils ont annoncé, Maillard trop cher.
C'est pour ça qu'il est de retour à Lausanne. D'accord. Steinegger a dit trop cher, par rapport à la position qu'on peut lui donner, il coûte trop cher. D'accord. Ouais, c'est pour ça que c'est un excellent directeur sportif. Il connaît bien la valeur des joueurs. Donc voilà. Mais non, ça va être vraiment intéressant. Mais moi je suis impatient de voir ce match parce que je veux voir les attitudes, je veux voir un petit peu le changement. Et puis là, il y a eu du temps pour travailler, donc on a plus d'excuses. Ouais, déjà première chose, Ward arrive et pas de round d'observation, faut gagner tout de suite, ça c'est clair. Il a eu il le savait. Oui, mais il a eu non, mais il a pas de de match temps que de nombreux coachs. Oui, non, oui. mais il y a des coachs qui débarquent et on leur demande déjà de gagner le lendemain. Lui, il a quand même eu presque une semaine pour préparer Non, mais d'accord, mais entre guillemets, ce soir, malheureux vaincu, faut pas perdre. Ouais. L'autre chose, officiellement, ça a été annoncé sur le site du LHC hier. Reinhardt est encore dans le team, et Huet aussi, et il n'y a plus de Tchèques au niveau du team. Alors, Très bien. est-ce que c'est vrai ou à 100%, je ne sais Oui, pas, mais en tout cas, oui. sur l'organigramme, ils n'y sont plus. On peut leur faire confiance Voilà. là-dessus. Non, mais c'est très très bien d'avoir gardé Reinhardt par rapport à sa connaissance du championnat. Et puis surtout, il a fait toutes les analyses depuis le début de saison. Donc il va pouvoir donner des petits tuyaux au coach. Et puis Christos, c'est une figure emblématique. Et puis ça se passe très très bien avec les gardiens. Et je pense que là, il aura plus son mot à dire sur le choix des gardiens. Parce que depuis le début de saison, il y a eu vraiment une très mauvaise gestion des gardiens. Potentiellement, les perdants, ça pourrait être qui, selon vous? Si on regarde intrinsèquement sur ce que les contrats, parce que évidemment il y a l'aspect sportif, mais l'aspect financier par rapport au rôle établi, j'espère que Gulli va être établi et qu'on va lui donner de la confiance parce que c'est un joueur d'avenir qui était en équipe nationale, qui a perdu son poste là par rapport à son début de saison. Donc on a investi sur lui sur 5 ans, donc évidemment. Après comme je l'ai dit auparavant, c'est le nombre de contrats, la durée des contrats, les montants donnés et la qualité des joueurs dans la phase descendante. Il va falloir mettre la main à la poche et se séparer de certains gars parce que Almon, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, mais il est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il produit. Kenin, c'est simplement catastrophique. Donc du coup, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. J'espère que Pedretti, on va revoir le Pedretti de Zurich. Ensuite, les gardiens. Les gardiens, j'espère qu'il y aura un tournus et surtout, moi je pense que les 2 licences étrangères, il faut les activer, remettre les gardiens en confiance, activer les 2 licences étrangères et puis Odette et Panic par rapport à ce qu'ils ont produit jusqu'à présent. On va voir sur les prochains matchs, mais c'est très insuffisant pour la qualité du championnat suisse. Ouais, de l'extérieur, vous voyez ça comment? On va encore vous faire participer un peu à la discussion. Vous voulez vraiment me faire passer pour un cancre? Mais non. Comme un parent. Non, moi, Lausanne, j'adore Mackay Holdener et Damien Ria. Ouais. Voilà. Ria qui a été très très bon avec l'équipe de Suisse et ça a dû lui faire un bien fou. Il a très très bien fini le championnat et c'est lui qui a ramené des points à Genève. Et puis voilà. Et puis après, dans la progression, Jelovac a beaucoup progressé avec le temps de jeu. Il a pris de la confiance, donc j'espère qu'il va continuer là-dessus. Mais vraiment, c'est vivement le retour des blessés en défense du côté de Lausanne. Et puis surtout voir un petit peu le line-up offensif qu'il va aligner. Ça, c'est vraiment parce qu'il va falloir trouver les combinaisons, ce qui n'a pas été fait depuis le début. Alors ça, c'est pour le match de mercredi. Ensuite, les autres matchs auront lieu vendredi. On a déjà parlé de Ambry-Cloten tout à l'heure. On ne va pas reparler de Bienne-Zoug parce qu'on va quand même attendre de voir le résultat de Bienne de ce mardi. Il y a Fribourg-Davos. Il y a peut-être aussi, on va à jouer à Rapperswil. Bon. Là, l'après-pause et puis après l'après. On va voir si c'est calmé ou pas. De Vos, on va dire ça comme ça. On va voir si ça calme à Porrentruy, mais moi, je vous l'ai dit, mon avis, c'est que ça se calmera pas. Et il va falloir faire des choix. Le verre est dans la pomme. Le verre est dans la pomme, et puis là, il y a un conflit d'ego entre le coach star et le joueur emblématique star, et ça va. Deux philosophies différentes. Il va falloir trancher, il va falloir trouver des compromis, et là, Julien Vauclair va falloir travailler à ce niveau-là parce qu'autrement, Ajoie est déjà dernier du classement, va descendre dans les profondeurs et puis reprendre Rapperswil après une pause de l'équipe nationale, c'est pas terrible. Et puis le malheur à ceux qui décrochent dans les wagons du bas parce qu'ils sont 5 en fait. Exactement. Mais la sagesse voudrait que Pezan aligne à nouveau De Vos pour éviter le gros clash qui pourrait être définitif. Ouais, mais justement dans le profil du personnage et de son passé, on c'est sait plutôt le style aller au bras de fer. Aller au bras de fer, il n'est pas du tout sage, et avec l'équipe nationale, il a quand même mis des joueurs NHL en tribune, donc De Vos, pour lui, je pense pas que ça lui fasse extrêmement peur. Ouais, peut-être que De Vos, ça lui délirera aussi un peu la langue parce qu'il n'a pas trop envie de parler sur le sujet, c'est normal, effectivement. Et puis, dernier match vendredi, mais on en parlera
pas trop parce qu'il y a encore un match que Fribourg va disputer avant. C'est ce mardi en Finlande contre Jukurit Mikkeli. Fribourg jouera contre Davos vendredi. Bon, ça peut être une belle affiche, un match très intéressant, mais ça va nous permettre sur les 2-3 minutes qu'il nous reste de dire 2 mots sur cette Champions Hockey League. On arrive donc à la phase d'élimination directe avec notamment ce match entre Mikkeli et Fribourg-Gotteron. On voit que les clubs suisses sont présents, quoi. Oui, on l'a dit, hein, ils ont très très bien joué et même Rapi a fait des matchs très très intéressants en alignant des jeunes qui ont scoré, donc du mouvement junior. Donc maintenant du côté de Fribourg, à chaque fois ça les a relancés. Moi je les ai trouvés en perte de vitesse avant la pause de l'équipe nationale. Ils ont dû travailler, ça a dû un peu brasser, et je pense que le fait d'aller jouer en Champions League, ça peut leur donner un avantage, surtout s'ils font un bon résultat pour Davos aussi qui a eu des résultats mitigés. Donc là du côté de Fribourg, on a été chercher des étrangers encore, il faut absolument que ça commence à gagner, et sur la durée, hein, pas un match perdu, un match gagné. Il faut que, si on veut être dans le top 6, il faut être plus constant. C'est toujours à double tranchant les matchs de Coupe d'Europe. Si tu gagnes, tu vas à l'étranger, tu reviens, tu as de la confiance. Si tu perds, tu es au fond du bac, ça peut être l'inverse. La fatigue, tu la subis pas de la même manière si tu as gagné ou si tu as perdu. Donc effectivement, autant Fribourg, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu entre deux dans l'eau tiède là. Donc s'ils gagnent, ça peut vraiment quelque part leur amener de la confiance qu'ils ont besoin, hein, parce que ça manque quand même. Et puis si tu perds, attention. Mais moi je pense qu'ils vont arriver à faire un résultat, parce qu'ils jouent très très bien en Champions League, et c'est vraiment réussi, la compétition, ils sont vraiment impliqués, donc j'espère qu'ils vont faire un bon résultat pour qu'on retrouve le bon Fribourg et que nos romans commencent à regagner. Voilà messieurs, on va gentiment conclure. On va laisser quand même un mot de conclusion à Philippe Neubüller. Allez, je vais un peu vous chatouiller encore avec votre fils, mais finalement positivement, puisque depuis que nous venons réaliser cette émission ici, il n'arrête pas de faire des points. Il marque, il fait des passes. Voilà, on va continuer alors, si j'ai bien compris. Moi en tout cas vous êtes plus que le bienvenu. Si maintenant c'est la formule gagnante, tant mieux. Il y a déjà un ami qui m'a dit, en fait, quand je fais des tours à vélo où je vais voir mon fils jouer à Cloton ou à Bellinzone, à chaque fois il gagne. Donc si je dois faire tous les déplacements à vélo, mon agenda c'est difficile. Non, j'ai bon espoir qu'au fait il est capable de se débrouiller tout seul. Je lui souhaite plein succès. Je suis vraiment... je vous remercie de lui donner autant d'attention, et je lui souhaite finalement de faire son chemin. Petite conclusion, Christian. Déjà, il se débrouille déjà tout seul. Il s'est barré à Ambry. Il n'y a pas beaucoup de romans qui le font, hein. Et franchement, Ambry, c'est particulier. Autant pour le hockey, c'est super. Vivre au Tessin, déjà, tu vis à Bellinzone, mais c'est différent. Johnny, c'est un urbain à la base. Il vient de Genève, Lausanne. Donc déjà, chapeau là-dessus, hein. Et puis, c'est pas le premier qui part au Tessin, puis qui est lancé dans sa carrière. Et il a eu ce courage-là et ce mérite-là. Et je pense que, comme Philippe l'a dit, tout ce qui lui arrive, c'est grâce à lui. Moi, je rajouterais qu'il a fait le bon choix. Évidemment, il a fait ses armes différemment de son frère en Suisse, mais c'est aussi partir un peu à l'étranger finalement. Il y a beaucoup de Suisses qui ont pu éclore sans partir aller au Tessin. Exactement, aller au Tessin, mais avec l'ancienne patinoire, etc. Donc c'est un peu dur, hein, de s'entraîner à Valachia, etc. Donc ça va lui servir pour plus tard. Après, je peux pas le dire à ce micro, mais moi je le vois dans un club et je le vois sur un line-up. Donc voilà, mais ça c'est aux directeurs sportifs, aux entraîneurs d'y réfléchir. Mais là en ce moment, il manque un joueur à un endroit et je le verrai bien là. Je crois que j'ai la même vision. Un petit peu le suisse allemand. Et est-ce qu'il parle le suisse allemand à 2 tiers, 1 tiers ? Ouais, non, lui il parle suisse allemand. En fait, si vous lui posez la question, il parle toutes les langues. Bon, d'accord. Il est très bon en italien, en anglais, suisse allemand. Voilà. Mais le suisse allemand, il n'a pas de mérite avec un père comme toi. Quand on dit 2 tiers, 1 tiers, il n'y a que Fribourg ou Bienne. Voilà, vous choisissez. Messieurs, c'est terminé pour ce premier bloc After. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission depuis le tête de course, ce Bike and Coffee de Nyon. Je vous rappelle que si vous n'avez pas entendu l'ensemble, cette émission complète aujourd'hui, eh bien vous pouvez la réécouter en replay. C'est le mardi matin à 6h du matin. Il faut se lever tôt, mais enfin d'habitude on se lève tôt. Ou bien à 13h si vous désirez réécouter cette émission comme après-repas. Merci de nous avoir suivis. Merci à Philippe Neubüller. Merci à Christian Ponty qui veut encore la ramener. Non, mais t'oublies toujours de dire que tu peux aussi le réécouter au YouTube. Ah oui, et puis il y a YouTube, effectivement. C'est juste, il
y a une chaîne YouTube qui se met gentiment en place. Et puis il y a également la possibilité bientôt de revoir de réécouter plutôt la plupart des émissions sur le site planethockey.com. C'est très important de le signaler, n'est-ce pas, Laurent? Exactement. Et puis vous avez un match dimanche? Samedi, match de Coupe de France. Ah oui, d'accord. Je parlais avec les Mans Bleus. Oui, dimanche, on a un match dimanche et puis on va préparer ça jeudi gentiment. Et moi, ça m'a manqué vraiment les matchs de National League. Heureusement qu'il y a eu les matchs de l'équipe nationale. Mais on se réjouit vraiment de reprendre ce championnat qui est sublime. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. C'était Philippe Duquerreau à l'occasion de ce premier bloc depuis Nyon. Excellente fin de journée ou bonne journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, vendredi, ce sera le premier bloc Before. Bye bye.